Là, on a terminé avec Amsterdam. Le lendemain, on est à Bruxelles, à la gare du Nord, là. Il y a aussi des box là où les filles se mettent. Et c'est l'unique rue au monde où j'ai vu les voitures roulent un à l'heure et personne ne klaxonne, personne ne s'énerve. Chacun se rince l'œil parce que ce qu'il y a dans les box là. Tout le monde passe plus tout longtemps là. le monde roule. Tout le monde, les gens aimeraient même que les voitures ne roulent plus là-bas parce que chacun se rince l'œil. Ce qu'il y a dans les box là, c'est très joli. Croyez-moi, ces filles prostituées sont d'une beauté. Parfois, je me demandais en tournant ce documentaire, comment fait-on pour être si belle et se retrouver dans la rue? Oui. Donc, à Bruxelles aussi, Olivier doit jouer le rôle du client. Et moi, je dois capter les images derrière. Donc, il négocie les prix avec la prostituée dedans. Et moi, je capte. Et cette fille se rend compte que nous sommes en train de filmer. Et signale à son proxénète. Oh là là là. Olivier et moi, on a couru dans Bruxelles. On a pris la voiture, on a roulé. Je ne sais même pas dans quel sens on roulait. On a encore échappé. On revient ici, on prend 2 semaines de repos. Parce qu'après ces émotions-là, il fallait se poser. Ah oui. On ne peut pas enchaîner tout de suite un plateau. Finalement, on arrive au Cameroun où Olivier a pris un rendez-vous avec Madame Suzanne Bombach, ministre de la promotion de la femme. Nous allons au ministère de la promotion de la femme le 8 mars 2006 pour interviewer Madame la ministre de la promotion de la femme. Pourquoi nous allons interviewer la ministre camerounaise de la promotion de la femme? C'est parce qu'à cette époque-là, en France et même en Europe, les filles camerounaises sont parmi les premières places sur le plan de la prostitution. Oui. Nous voulons comprendre comment on en est arrivé là. On ne peut ne pas poser des questions à la ministre qui est en charge des femmes au Cameroun. Elle nous a donné rendez-vous depuis 2 mois. Elle nous attend donc. Nous arrivons, elle ne nous donne pas d'interview, elle nous fait poireauter là toute la journée. Et toute cette journée-là, des groupes de femmes viennent danser, Maman Chantal, elle partage les 10 000 francs. Nous filmons aussi, ça met en cachette, discrètement. Et je dis à Olivier à un certain moment, je pense que cette dame ne nous donnera pas d'interview. Ah non, ma chère, je dis à toi là, ton petit blanc là. J'ai dit qu'elle ne nous donnera pas d'interview. Tu ne connais pas le Cameroun, tu es parti trop jeune, tu ne connais pas. Le soir, vers 16h, on nous introduit au cabinet de la ministre. Elle nous demande, nous qui venons de France pour l'interview, nous qui avons pris rendez-vous depuis longtemps, d'attendre. Elle va d'abord satisfaire les locaux. Nous, ça va, on finit les locaux, après vous, c'est plus long. J'ai dit à Olivier, elle ne nous donnera pas d'interview, mais je vais lui donner une petite... J'ai dit à Olivier, je vais lui donner une petite leçon. Elle n'a pas souvent affaire aux gens comme moi formés ailleurs. Donc je me suis tourné, j'ai fait semblant parler à Olivier. Pendant ce temps, j'ai actionné ma caméra. Tout ce qu'elle racontait aux journalistes locaux là-bas était capté ici. Elle dit, nous allons créer une race de femmes capables de pap. Je me dis, oh là là, si elle savait, j'ai capté tout ça. Pour finir, effectivement, elle ne nous a pas donné d'interview. Mais elle a retiré, elle a demandé à voir nos passeports. Olivier et moi, naïvement, on a donné nos passeports. Nous voilà 48 heures sans passeport. On ne peut donc plus partir. On n'est pas prisonnier, mais on n'est pas en liberté. On dort à l'hôtel, on ne sait pas qui nous surveille. Dans la journée, il y a une très proche de la ministre qui va nous amener manger, nous amener par-ci. Il y a régulièrement des gendarmes, maréchal de logis, chefs autour de nous, à 3 qui se relaient. J'ai dit à Olivier, là, mon gars, c'est mauvais. Pourquoi elle confisquait vos passeports? Je ne comprends pas là. J'aimerais bien savoir, si elle était encore en vie, je lui poserai la question. Je vais savoir plus tard que nos passeports auraient été envoyés à M. Jacques Famendongo, qui à l'époque, je ne sais pas quoi, à la présidence, dont nos passeports n'étaient plus dans nos mains. J'ai dit à Olivier, je pense qu'on va avoir du mal à sortir de ce pays avec tout ce qu'on a filmé. Parce qu'entre-temps, avant cela, on était allé à Kribi. Kribi, c'est ville balnéaire au bord de la mer. Au Cameroun, oui. Où j'avais pu, en me couchant très très loin sur une pierre vers les chutes, j'avais pu capter des retraités français du 3e âge qui venaient jouer avec les petites filles, les gamines de 14-15 ans. Ces images, c'est moi qui les ai captées. Couchés très loin, ils ne s'en sont même pas aperçus. J'ai dit à Olivier qu'on aura du mal à sortir de ce pays avec les cassettes. Alors, et j'ai dit à Olivier, quand on arrivera à l'hôtel ce soir, de ta chambre, appelle-moi de ton téléphone portable, dis-moi que tu as reçu un email du producteur qui nous demande de prolonger notre séjour de 2 semaines au Cameroun et d'aller tourner au parc de Ouaza, qui est dans le nord. Et quand tu auras dit cela, laisse ton téléphone dans ta chambre, retrouve-moi au couloir. C'est ce qu'il a fait. Quand il m'a retrouvé dans le couloir, je lui ai dit, là, on les a sémés. Parce que je suis sûr que nous sommes sur écoute. Oui. On les a sémés. Et on a fait venir, je peux maintenant le citer, on a fait venir ma grande sœur Janie Laure
et on lui a confié les cassettes qu'elle allait envoyer par DH chez le producteur. Voilà pourquoi son nom figure dans le générique Janilo Shekan. C'est ma grande sœur. Il a fallu trouver d'autres intermédiaires pour échapper un peu à ce contrôle-là qu'ils essayaient d'avoir. Ce qui va se passer, Pierre, c'est que le jour où Olivier devait vraiment retourner en France, il arrive à l'aéroport, on fouille ses bagages. Et on lui demande où sont les cassettes. N'est-ce pas, vous devez rentrer dans 2 semaines? Et il leur demande, et comment vous le savez? C'est en ce moment qu'Olivier se rend compte qu'effectivement, que je n'étais pas fou. Sinon, au total, au niveau de la durée de ce documentaire, 1 mois, 2 mois, au total. Je ne sais pas combien de temps Olivier et Romaric Kachuru avaient fait avant. Mais pour moi, ça a été, je crois, de l'ordre de 3 semaines environ. 3 semaines de tournage en allant dans plusieurs endroits. Oui, Allemagne, Hollande, Belgique, Cameroun, voilà. Moi aussi, le jour où je repartais, j'étais resté au Cameroun 2 semaines supplémentaires. Donc, quand j'avais sémé les gens, c'est moi qui avais négocié avec le producteur pour rester 2 semaines supplémentaires, voir ma famille que je n'avais pas revue depuis 6 ans. Donc le jour où j'ai remonté aussi en France, la police fouille mes bagages à l'aéroport, elle me demande où sont les cassettes. J'ai dit, mais quelles cassettes vous cherchez? Olivier leur avait dit que les cassettes sont restées avec mon collègue. Je vais à Paris pour une urgence, je reviens. Alors le jour où je repars, on fouille, où sont les cassettes? Mais vous demandez quelles cassettes? Mon collègue les a emportées. Et on m'a dit à l'aéroport, n'oubliez pas que vous avez encore vos familles ici. Voilà le pourquoi depuis 2006, je n'ai plus jamais tourné un sujet au Cameroun. Jamais. Alors en parlant de sujet, dis-moi, ton documentaire là, que tu réalises qui est intitulé Charles Tchoréré, un Africain face aux nazis. On va quand même préciser qu'il a reçu le prix du meilleur documentaire au Festival du court-métrage de Douala, au Cameroun en mai 2015. Oui. Et le prix de la diaspora au Festival Coman à Tchang, toujours en 2015. La même année, en effet. Alors, pour nos téléspectateurs africains, ce sujet est certainement connu, mais pour un français francophone, autochtone, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu le sujet en quelques mots et ses enjeux? Charles Borromé Ntchoréré Messani, alias Charles Ntchoréré pour ne pas faire long, naquit au Gabon le 16 novembre 1896. Son papa s'appelait aussi Charles Ntchoréré et à l'époque travaillait au Cameroun allemand, agent commercial. Très jeune, Charles perd sa mère, il a 11 ans. Son papa revient au Gabon et il emmène lui le premier fils au Cameroun où ses études s'arrêtent là en classe, je ne sais pas quoi, le CM2. C'est un enfant c'est un génie. Hein? Il arrive au Cameroun, il assiste son père dans son travail d'agent commercial à Douala. À l'âge de 18 ans, d'ailleurs, il perd sa mère. Sa maman est décédée au Cameroun et est enterrée au large de Campo. À l'âge de 17 ans et poussière, ou 18 ans, il revient au Gabon. À l'époque, il y a une propagande de l'armée française. Limite, on culpabilise les jeunes Africains qui ne s'engagent pas dans l'armée. Vers quelles années à peu près? 1913-1914 comme ça, lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale. Donc, il y a une campagne qui incite les jeunes à s'engager dans l'armée française pour aller défendre la mère patrie, la soi-disant mère patrie. Donc, les jeunes qui ne s'engagent pas sont un peu considérés comme des traîtres qui n'aiment pas la mère patrie. Charles Borromé Ntchoréré et ses amis qui n'ont même pas l'âge d'intégrer l'armée française, parce qu'à l'époque, la majorité est à 21 ans. Lui a à peine 18 ans. Et il y avait un autre qui a 17 ans. L'armée française trouve un stratagème pour gonfler son âge et les enrôler. Très vite, on va se rendre compte que ce garçon a quelque chose que les autres n'ont pas. Il gravit très vite les échelons. D'ailleurs, il y a un officier français qui va noter dans son document sujet exceptionnel à ne pas laisser un grade inférieur. Donc il va faire la Première Guerre mondiale, il va faire la guerre du Rif au Maroc, il va faire la guerre de Syrie, où il sera même blessé en 1926, si j'ai bonne mémoire. Il est soigné et on lui octroie 6 mois de repos dans son pays. C'est un indigène. Les 6 mois de repos, là, il ne peut pas les faire en France. Il doit les quoi faire qu'il fasse, il est indigène. Il est indigène, quoi qu'il fasse. Il retourne chez lui. Après, il revient. Il forme même des officiers français à Fréjus, ici en France. Il n'est pas officier, mais il forme des officiers. Et un jour, un colonel passe par là, lui dit, mais dis donc, tu fais un travail exceptionnel. Mais c'est quoi ton grade? Mais comment ça se fait que tu n'es pas officier? Cet officier français ne comprend pas. Quand quelqu'un d'aussi brillant qui forme des officiers ne soit pas officier. C'est comme ça qu'on va donc enfin
lui donne le grade de lieutenant. Bon, ce monsieur va poursuivre comme ça, je vais vite, hein, car c'est un documentaire, je vous le ferai voir quand vous voulez. Je ne l'ai pas diffusé en France car il dérange. Il a dérangé des gens à Libreville, j'ai vu. L'ambassadeur de France était dans la salle, ils n'ont pas aimé. Bon, ce monsieur va finir par aller à Kati, au Mali. Kati, c'est là où on vient d'arrêter le président de la transition et son premier ministre, on a le logé là. C'est là où Charles Borromé Tchoréré va former les tirailleurs sénégalais qui sont venus défendre et libérer la France à la Seconde Guerre mondiale. Charles Tchoréré. Et qui ont servi de chair à canon. Et qui ont servi de chair à canon. Et qui n'ont pas été payés ensuite les pensions. Eh oui, oh que si. Donc Charles Tchoréré appartient au 53e régiment d'infanterie coloniale mixte, basé dans la Somme, à Hérène. Le 7 juin, le commandant Semou, qui est son chef hiérarchique, a fui, il s'est barré. Charles Tchoréré est resté là par l'honneur pour défendre la France jusqu'au bout. Il n'avait plus de munitions. Ils n'ont pas été approvisionnés. C'est comme ça l'armée. Volontairement ou involontairement? J'aimerais bien qu'on ouvre les archives de l'armée française. Je suis sûr, bon, je ne veux pas dire du mal, je ne veux pas risquer un procès. Ou... Non, en France, on ne fait pas un procès. De manière très subtile, on te punit sans jamais te montrer. Tu en sais quelque chose. Mais ne le dis pas, tu te répètes ton job, laisse ça comme ça. Donc, est-ce qu'on les a séchés sciemment? J'en sais rien. Mais le 7 juin 1940, Charles Tchoréré, leur groupement est encerclé par l'armée de la Wehrmacht et on fait sauter tout ce qu'il y avait, tout ce qui restait. Il est fait prisonnier. On lui demande on leur demande de mettre les mains sur la tête et de se ranger du côté des nègres. Il dit aux soldats Wehrmacht qu'il ne peut pas faire cela. Il est le chef de tout le monde. Et blanc et noir, il est le chef. Il doit se ranger avec tout le monde et non d'un côté les noirs, d'un côté les blancs. Parce que lorsque les soldats faisaient les prisonniers, ils séparaient les noirs des blancs. Les noirs, ils les massacraient et ils mettaient les blancs en prison. C'est ça. Charles Tchoréré refuse donc d'exécuter cela. Certains étaient tués tout de suite. Tout de suite. Donc il refuse d'exécuter cet ordre raciste des soldats de la Wehrmacht. Et un soldat sort des rangs et lui met une balle dans la tête. Il tombe à Hérène et un chat a roulé sur son corps. Donc on n'a jamais retrouvé un bout de chair du capitaine Charles Tchoréré. Et la France n'a jamais jugé utile d'informer officiellement la famille de la disparition du capitaine Tchoréré. Jusqu'à l'instant où je vous parle, la France n'a jamais informé sa famille au Gabon. Donc ça n'a pas eu nulle part. Non, ça n'a pas eu nulle part. Ça n'a pas été reconnu. Cet homme qui avait même été fait chevalier de quoi. Vous voyez pourquoi, si Macron m'appelait pour me faire chevalier, je lui dirais, tu peux te le mettre où tu veux, je n'en ai pas besoin. C'est non, quoi. C'est le type qui avait été chevalier, n'est même pas respecté. Bon, je dirais la même chose de René Maran, l'unique prix Goncourt de littérature française noire de peau, qui a eu ce prix-là il y a 100 ans, en 1921. Qui en parle en France? Vous le savez aujourd'hui parce que je vous en ai parlé. Non, tout à fait. Il est tellement noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Donc, Charles Tchoréré est assassiné. Sa famille n'est pas informée. Son fils Jean-Baptiste, qui avait 20 ans, qui était étudiant à Toulouse, qui s'était aussi engagé dans l'armée française pour défendre la mère patrie. Je vous suggère, chers téléspectateurs, de lire cette lettre de Charles Tchoréré adressée à son fils. Mon cher fils, j'ai là sous tes yeux ma lettre qui m'honore, l'amour pour la France que ces gens avaient. Jean-Baptiste tombe lui aussi, une semaine après son papa, à Rémiancourt, à 49 km de là où son papa a été assassiné. Je retrouve la tombe de Jean-Baptiste Tchoréré en 2011 dans ce village de Rémiancourt, où mon ami Hugues de Franqueville, maire de ce petit village, et ses amis commémorent Jean-Baptiste Tchoréré chaque année en invitant la communauté tchadienne pensant qu'il fut tchadien. Alors que... C'est moi qui dis à Hugues de Franqueville, mon ami, que monsieur le maire, permettez-moi de vous contredire, Libreville est loin de N'Djamena comme Paris est loin de Varsovie, si vous voyez ce que je veux dire. Cet enfant, Jean-Baptiste Tchoréré, est d'une tribu autochtone de Libreville. Vraiment les premiers habitants de Libreville. Il n'a connu que 2 pays dans sa vie, le Gabon, Libreville, où il naquit, et la France, où il mourut. Son père a connu d'autres villes, il a vécu au Cameroun, Douala, mais lui, Jean-Baptiste, n'a connu que 2 pays,
la France, le Gabon et la France. Il ne peut donc pas être tchadien. Je vois que Hugues de Franqueville hésite un peu. Je prends un avion, je vais au Gabon. Ah, mes frères, hein, j'en parle à Marcel Robert Ntchouréré, qui est le neveu du capitaine Ntchouréré et président de la fondation Ntchouréré, qui manque cruellement de moyens à Libreville. Je lui en parle et il m'offre l'hymne du Gabon sur un support. Je vais en parler au directeur de cabinet du ministre de la communication gabonais de l'époque. Je lui propose de m'aider à rétablir le Gabon dans son droit. Cet enfant est un Gabonais. Et il me renvoie ceci. Va toi-même faire ça là-bas. Ah bon. Je reviens en France et j'écris une lettre pour certifier que ce monsieur était Gabonais. Je fais viser par la mairie de ma ville. Je dépose une copie pour le président Ali Bongo à l'ambassade du Gabon, ici en France. Je n'ai jamais... Tu n'as jamais reçu de réponse? Ah non, jamais. Et j'apporte une autre copie que je remets à Hugues de Franqueville avec l'hymne national du Gabon. Et de ma poche, j'achète un drapeau gabonais que j'offre à la ville de au village de Rémiancourt. C'est ainsi que depuis 2012, on commémore Jean-Baptiste Ntchouréré désormais chaque année en invitant la communauté gabonaise. Bravo, bravo. Donc tout ce reportage là, c'est le devoir de mémoire, Oui. de rétablir finalement les choses telles qu'elles étaient, les faits, et aussi un peu d'éduquer. D'éduquer. D'éduquer et les mais Français seulement... et les Africains. Mais je n'ai pas pu éduquer François Hollande. Car j'ai écrit à François Hollande, le président de la République française, pour lui dire, Monsieur le Président, est-ce qu'il ne serait pas temps de réhabiliter la mémoire de ce grand homme, sans qui la France n'aurait peut-être pas été? La réponse de François Hollande, ou bien de son cabinet, est hallucinante. On commémore déjà assez les Africains comme ça en France. Donc Ça, c'est tu la as eu réponse une que tu as réponse. reçue. Oui, Hollande, moi, ou bien son cabinet m'a envoyé une réponse que je tiens à disposition. Hein, si quelqu'un voulait m'attaquer en France, j'irai bien devant le juge, dire voici la réponse. Vous vous rendez compte? Il n'y a aucune rue à Paris qui porte le nom de Ntchouréré. Il n'y a aucun monument de Ntchouréré. Il y a les monuments de Leclerc partout. On dirait que Leclerc fait plus pour la France que Ntchouréré. C'est faux. On a travesti de France. Les vrais héros en France ne sont pas les Leclerc et consorts. Ce sont les Ntchouréré comme ça, vous ne le savez pas. Et je défie qui que soit dans l'armée française de venir me dire le contraire. D'ailleurs, pour faire ce documentaire, j'ai sollicité, interviewé des sous-officiers français. Vous voyez dans ce documentaire, il y a un officier, j'ai volé cette image, car ils ne m'ont jamais répondu. Par hasard. Ils n'ont pas voulu participer. Ah, bien sûr que non. Ouais. Et il a fallu que mon frère et ami Charles Onana et ses amis se battent dans ce pays pour décristalliser les pensions des anciens combattants. Ouais. N'oublions pas l'épisode de 1944 à Tcharoy. Ouais. Dans ce genre de documentaire, vous vous doutez que ce n'est pas demain, ça passera sur une télévision française. Non. Je m'apprête à le refaire pour le vendre peut-être au Canada, en Grande-Bretagne. Eux, ils peuvent acheter ce genre de documentaire. Mais en France, je ne rêve plus. Je n'attends plus rien de la télévision française, absolument rien. Et je peux vous dire, c'est peut-être un coup de gueule que je pousse, les gens avec qui j'ai commencé à y venir première, qui n'ont pas mon parcours ni mon CV, sont sur TF1, sur Patrice Boisfer qui est sur CNews et qui présente le journal toujours très tard quand tout le monde dort là. Tu vois, il est trop brûlé par le soleil. Un bon journaliste. Un bon journaliste pourtant, il était sur... En parlant de chaîne, donc en 2018, tu crées la chaîne GMTV+. J'étais déjà en auto-entrepreneur avant. Oui. J'ai payé dans l'URSSAF et consorts, mais bon, à un moment, en 2018, j'ai compris que la chaîne grandissait. Dès la fin 2016, en couvrant les événements de contestation de la diaspora gabonaise ici, j'ai vu les chiffres monter, j'ai compris qu'il fallait aller un peu plus loin. Tu as commencé à voir l'importance. Est-ce que tu peux nous présenter la ligne éditoriale de GMTV+, alors? Donner la parole à ceux à qui on la refuse. Ah. Très bien. Je voulais poser une question si tu permets. Mais oui. GMTV+, évidemment, c'est une chaîne française. Hein. Oui. Elle est mise en France. Oui, elle est française. Et elle est soumise à la loi française, bien évidemment. Cependant, certaines personnes affirment que GMTV+, est une télé africaine et qu'elle est prioritairement réservée aux Africains. Je sais personnellement que ce n'est pas vrai, mais bon, à toi de me répondre. Que pourrais-tu répondre à de telles allégations? Alors, chers téléspectateurs, pour ceux qui pensent ainsi, sachez que GMTV+ est une chaîne ouverte à tout le monde, même aux chiens, à la condition de répondre à nos questions, c'est tout. Sans discrimination. Sans discrimination. D'ailleurs, toi, tu es noir? Mais oui, un petit peu.
Tu es noir. On l'est tous. Bernard Braga, qui est mon autre chroniqueur, ami, frère et père, est aussi blanc. Tout le monde a sa place sur GMTV+. D'ailleurs, lorsque je reçois les officiers de l'armée française sur ce plateau en octobre 2017, est-ce des Africains que je reçois? Non. Ce jour-là, on a traité quel sujet? Des sujets franco-français. L'armée française. Donc, j'ai reçu d'autres personnes de peau beaucoup plus claires comme toi qui parlaient de l'Afrique, mais j'ai reçu d'autres qui parlaient des problèmes français. Tout comme demain, je recevrai un Canadien. D'ailleurs, j'aimerais tellement interviewer le ministre canadien de l'immigration, parce que j'ai envie de comprendre qui est vraiment immigré au Canada. Comment est-ce que des Blancs au Canada peuvent regarder de travers des Noirs? Eux-mêmes, ces Blancs-là, ils sont des immigrés. C'est pas eux qui ont massacré les Indiens là-bas. J'aimerais bien poser ces questions-là au ministre canadien de l'immigration et comprendre pourquoi leur gouvernement est monocolore comme celui de la France. Ceci étant, ils sont quand même ouverts, hein, le Canada, le Oui, ils sont beaucoup plus ouverts que la France, ça c'est vrai quand même, ils sont plus ouverts que la France. Et alors, quelles sont les différentes rubriques, mais aussi les différents domaines abordés? Parce que c'est quand même une émission, enfin, c'est quand même une chaîne où on aborde énormément de choses. Comment tu l'as pensé? Au départ de JMTV+, à haute échelle, je dirais comme ça, en 2016, sans le vouloir, sans le savoir, je suis sollicité par des Gabonais qui me connaissent parce que j'avais été correspondant de leurs médias en France. Oui. Je ne peux pas refuser de donner la parole aux gens qui le demandent, c'est dans ma nature. Je couvre dans ces événements à Paris. C'est aussi un peu l'éthique du journaliste. Et oui, en plus. Et le point d'orgue, c'est que j'ai réussi à interviewer Jean Ping, qui est, pour ceux qui contestent, qui manifestent à Paris, le vrai président élu du Gabon. Et cette interview, c'est du one-to-one. Je n'aime pas d'interviews, des conférences de presse où il y a plein de monde, on pose à peine une demi-question, on s'en va, ça ne me plaît pas. Alors j'avais demandé à interviewer Jean Ping, seul à seul. C'était ça ou rien. Voilà, je négocie pas. Ouais, ben c'est le président. Ben oui, c'est le président, mais c'est un être humain. Je sais qu'il a rang de président, il a même dirigé la commission de l'Union africaine. L'Union africaine, d'accord. Donc, finalement, j'obtiens de l'interview seul à seul. Et cette interview a été fortement appréciée partout. Je pense que... Et pour quelle raison elle a été appréciée? Pourquoi il y a eu cette réaction justement positive? Des amis à moi qui me connaissaient avant que j'aille à l'école du journalisme m'ont invité chez eux, m'ont ouvert une bouteille de ce bon vin pétillant. Je ne peux pas citer la marque parce qu'ils ne m'ont pas payé. M'ont ouvert une bonne bouteille d'eau pétillante, de vin pétillant, en me disant: Jackie, pardonne-nous. Je pardonne quoi? Nous, on savait que tu es journaliste, mais pour nous, on te voyait dans le sport, des petits trucs comme ça. On ne savait pas que tu pouvais tenir la dragée haute à quelqu'un qui a rang de chef d'État. Ton interview avec Jean Ping a été de très haute volée. Tu avais la stature qu'il fallait, tu avais l'éloquence, tu avais... On m'a raconté tout ça. J'ai dit: ah bon? Donc pour vous, je suis enfin journaliste. Ils me disent: enfin, on a vu le journaliste en toi. Avant, c'était pour nous, c'était du jeu. Et tout est parti de là. Cette interview de Jean Ping va appeler tous les hommes politiques que vous avez vu défiler. Parce qu'à la suite de cela, mon ami J. Gonon va m'appeler et me dit: Akiri Mouna a déposé sa candidature pour les présidentielles au Cameroun. Je lui dis oui. Il me dit: nous voulons que tu sois le premier à l'interviewer à son arrivée en France. J'ai dit: mais pourquoi moi? Il y a Olivier Nogo sur Vox Africa, il y a Alain Foucault sur RFI, il y a le Mobé Mevege avec sa chaîne. Et il me dit: ah, Kakajaki, tu déranges. Nous, on a vu ce que tu as fait avec Jean Ping. On sait qu'en interview politique, tu es bon. D'ailleurs. Et c'est comme ça. Jackie, moi qui te connais déjà, ton intégrité ne saurait utilement être contestée, c'est évident. Je sais qu'à plusieurs reprises, tu l'as souvent affirmé, certains chefs d'État africains ont voulu te verser une forte somme d'argent pour soit te faire taire, soit pour t'amener à louer leurs actions au sein de leur pays. Tu as toujours refusé de toute façon. Alors, est-ce une pratique courante dans le métier de journalisme? Première question. Deuxième, pourrais-tu, là tu répondras si tu en as envie, pourrais-tu nous donner un nom d'un de ces présidents corrupteurs? Jésus-Marie-Joseph. Là, tu me cherches des problèmes, là. Tu n'es pas obligé de le répondre de toute façon. Déjà,
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu peux confirmer. La première question était alors, la première question, je disais que plusieurs chefs d'État ont ou leurs intermédiaires. Ou leurs intermédiaires, pas eux directement, leurs intermédiaires. Oui, j'ai été approché par des intermédiaires des 3 chefs d'État africains. On m'a proposé des sommes d'argent énormes. J'aurais accepté, j'aurais au moins 4 appartements à Paris. Non, je peux pas faire ça. Toujours l'éthique. Déjà à la chorale, quand j'avais 15 ans ou 17 ans, il y avait une somme d'argent de 15 000 francs qu'on avait versée à la chorale qui était allée visiter une société de fabrication de clous, de pointe, quelque part, soit en banlieue yaoundéenne. Et les membres du bureau dont je faisais partie avaient souhaité qu'on se le partage et qu'on l'assemblée. On est arrivé devant une boulangerie, là où il y a le stade omnisport de Yaoundé. Ils se sont partagés, ils ont acheté des gâteaux. À mon tour, je leur ai dit, je ne prends rien. Cet argent était pour toute la chorale, pas pour les membres du bureau. Samedi à l'Assemblée générale, je vais parler de ça. Donc je suis comme ça depuis. Je ne peux pas. Comment voulez-vous que je prenne l'argent? Pardonnez-moi, chers téléspectateurs. Depuis l'enfance, tu es comme Depuis ça. l'enfance. Comment voulez-vous que je prenne de l'argent et que je dise que le Gabon va bien? Je connais le Gabon. Je connais le Gabon. Je connais là à gauche, je connais là à droite, je connais Agondje, je connais Petit Paris, qui n'a de Petit Paris que le nom, parce que là-bas, quand il pleut, il faut porter son lit sur sa tête. Je connais Agondje, je connais Atimichos, je connais Akebe, je connais même Port-Gentil, là-bas où j'ai été, je connais Lambaréné, je suis allé visiter, je suis allé visiter Lambaréné et l'hôpital d'Albert Schweitzer, le Grand Blanc de Lambaréné. J'ai mangé du bon poisson noir de Logoué. Je ne peux pas dire que le Gabon va bien. Prendre l'argent et dire, je ne peux pas. Comment voulez-vous que je dise que la Côte d'Ivoire va bien quand à Yopougon, les enfants meurent de faim, quand... Je ne peux pas. Comment voulez-vous que je dise que le Cameroun va bien quand je sais que dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a une guerre qui n'aurait jamais dû exister depuis 4-5 ans? Comment voulez-vous que je le pense alors que moi-même j'ai été victime de tribalisme au Cameroun? Si je suis ce que je suis en France aujourd'hui, c'est parce qu'on ne voulait pas de Bamileke au Cameroun. Il faut le dire. Si ça choque des gens, c'est la vérité. Lorsque les Juifs parlent de la Shoah tous les jours dans les médias, ça ne semble pas vous choquer. Pourquoi lorsqu'on parle du génocide Bamileke, vous êtes choqués? Pourquoi? Il faut dire des choses. On ne traite pas un problème qui n'existe pas. Et d'ailleurs, je vais rendre hommage à mon peuple. Le 25 de ce mois, 25 mai, on fêtait le 66e anniversaire du massacre des Bamileke au Cameroun par l'armée française. On va y revenir donc, tout à l'heure. Je ne peux pas prendre de l'argent et dire que tout va bien au Cameroun, tout va bien en Côte d'Ivoire, tout va bien au Tchad. Je ne peux pas faire ça. Je peux faire mourir pauvre. Excuse-moi, je vais juste enchaîner. Jackie, il arrive d'entendre dire que que tu fais de la politique, là, certaines personnes le disent, que tu es un journaliste engagé et au service de l'opposition camerounaise. Les gens le disent. Le but de cette émission, c'est que les gens, les téléspectateurs t'entendent, t'écoutent et se fassent une idée, et non des racontages, etc. Et je vous en remercie. Donc il arrive que les gens, certaines personnes osent dire que tu es au service de l'opposition camerounaise. Que penses-tu de ces accusations? Si on peut appeler ça ainsi d'ailleurs. Serais-tu apolitique comme moi? Je ne suis pas apolitique. Et je ne suis... Quand je vais dire ça, je ne suis pas un journaliste de l'opposition. Bon, admettons, si cette opposition-là s'appelle le peuple, dans ce cas-là, je dirais oui, je suis journaliste de l'opposition. Mais quelle opposition? Le peuple. Je suis un journaliste du peuple, de la majorité. Je ne saurais me gargariser de boire de ce vin pétueux, tandis qu'au même moment, des millions de personnes manquent d'eau potable. Ça, je ne boirai pas de ce vin pétueux là pendant que les gens meurent de soif. Non, je ne peux pas. Je me fais mourir de soif avec eux. C'est ça mon état d'esprit. Je ne suis donc pas un journaliste de l'opposition, la preuve. Prenons l'opposition camerounaise. C'est d'elle qu'il s'agit. Quand il a fallu, oui, je vais vous dire quelque chose, c'est une parenthèse, pardon. Il y a un candidat aux élections présidentielles, je vais donner son nom ici, M. Cabral Libi, qui est venu en émission ici en octobre 2017. Il a refusé de boire de l'eau chez moi. Il avait sa bouteille d'eau posée à ses pieds ici. Chaque fois qu'il avait soif, il prenait, il buvait. Ouais. Ça m'a étonné qu'il refuse de boire de l'eau chez moi, alors que tous les autres ont bu de l'eau. Certains même ont partagé un petit repas avec moi, un peu l'amitié.
Et lorsque je suis descendu accompagner M. Kabalibi, il m'a dit, M. Moifo, on m'a dit que vous êtes proche de Maurice Kamto. Je lui avais dit, ah bon, M. Kabalibi, c'est comme ça que vous comptez diriger le Cameroun vraiment? C'est comme ça? Donc, comme je m'appelle Moifo, lui Kamto, nous avons une certaine proximité sociologique. Vous m'associez à lui, je suis proche de lui. Alors, M. Kabalibi, je peux vous dire aujourd'hui, je vous ai serré la main, j'ai discuté avec vous, j'ai fait une émission avec vous, je peux dire que je vous connais un tout petit peu car je vous ai au moins rencontré. Sachez que M. Kamto, je ne connais pas, je ne l'ai jamais vu, j'ai seulement entendu parler de lui quelque part à la Cour de justice internationale de La Haye en 2012. Nous sommes là en 2017. Avant que tu le reçoives dans l'émission. Oui, mais 8 mois avant qu'il ne vienne en émission, M. Kamto, je ne l'avais jamais rencontré. Oui. Et j'ai dit à M. Kabalibi, ah bon, parce qu'il est bamileke, je suis bamileke, vous trouvez que je suis proche de lui. C'est comme ça que vous voulez diriger le Cameroun? Candidat aux élections présidentielles. Bon, ce n'est que 8 mois après, nous sommes là en octobre 2017. Et Maurice Kamto vient en émission chez moi le jeudi 21 mai 2018. 8 mois après. Et c'est l'unique fois où j'ai rencontré Maurice Kamto. Après l'émission ici, je ne l'ai jamais plus revu. Jamais. Mais alors, dis-moi... Donc, dit que je suis journaliste de l'opposition, quelle opposition? Bon, tout récemment, le responsable du parti politique de Maurice Kamto ici a fait des bêtises. Est-ce que je n'ai pas dénoncé cela? Je ne fais que cela, dénoncer ce que M. Henri Djoko fait. Et alors dis-moi, pourquoi tu mets autant d'énergie et d'insistance pour parler justement de ça, du Cameroun actuel? Quelles sont les motivations finalement? Puisqu'on a vu tout ton parcours, on a vu ton parcours professionnel, personnel, et on sent toujours le Jackie au taquet dans toutes les émissions pour parler du Cameroun. Qu'est-ce qui te motive et pourquoi? Je ne vais pas répondre à sa place. Il est français, mais il est d'abord camerounais, je pense, et il aime son pays comme il aime la France. Est-ce que vous pensez... Oui, mais il y a peut-être d'autres choses est-ce que, un peu plus motivantes. est-ce que vous pensez que je n'aime pas le Gabon? Oh, j'aime le Gabon. Tu y as vécu aussi. J'y ai vécu. Tu l'as vu. Je connais. Tu connais les Gabonais. Même si la xénophobie est très élevée au Gabon, j'aime le Gabon. D'ailleurs, le Gabon officiellement me doit 32 250 €, impayé depuis 2012. Donc, correspondant au Gabon Télévision, je n'ai pas été payé. Ils le savent, l'ambassadeur le sait, ils le savent, ils ont ça dans leurs archives. J'aime le Gabon, j'aime le Cameroun. Mais sachez que, au départ, je ne voulais pas du tout faire d'émission politique sur le Cameroun. J'en faisais sur le Gabon, sur la Côte d'Ivoire. Plusieurs fois, je suis allé à La Haye avec la délégation qui allait manifester en faveur de Laurent Gbagbo. J'ai même pris la parole là-bas. Donc je couvrais les événements politiques du Gabon, de Côte d'Ivoire, du Togo. Non, il se trouve que des Camerounais sont venus sur les réseaux sociaux, me passer un savon, m'insulter, me dire combien je ne suis pas patriote. Je traite les problèmes politiques des autres et je ne m'intéresse jamais aux problèmes du Cameroun. Et surtout, lorsque j'ai interviewé Jean Ping et que mon frère et ami J. Ngoro me contacte pour interviewer Akere Mouna, candidat aux élections présidentielles, je n'ai pas pu me défiler. Et une fois j'ai interviewé Akere Mouna, le camp de Kabalibi, aussi candidat, je viens parler lui, le candidat aux élections présidentielles, m'a contacté. Je ne pouvais pas interviewer un et refuser l'autre. J'ai accepté, ça s'est suivi, Serge Matomba, Jean-Blaise Gouette, Maurice Kamto, voilà comment, sans le vouloir, je me suis retrouvé en train de traiter des problèmes politiques du Cameroun. Car je savais qu'en étant objectif, même en étant le plus objectif au monde sur le cas Cameroun, on essaiera de me ranger du camp de l'opposant principal qui est Maurice Kamto et qui est bamileke comme moi. Car je connais le Cameroun, je connais le centre du Cameroun, Yaoundé, la capitale, zone de Béti où je naquis, où j'ai grandi, enfant de Mvokada, je le dis toujours, je sais comment les gens pensent. Et ça n'a pas loupé. Aujourd'hui, parce que je suis bamileke, on me rattache vite à Maurice Kamto. Mais attendons, le jour où Maurice Kamto arrive au pouvoir, s'il y arrivait, s'il fait la moindre bêtise, mais c'est avec la même ferveur que je vais dénoncer ces dérives. Et je le lui ai déjà dit à M. Kamto. Ah non, c'est le plus important pour moi, c'est pas l'homme, c'est le pays. Le pays. C'est le pays et les faits. Car les hommes passent, la terre reste, peut-être jusqu'à la fin du monde. Il ne vous a pas échappé que dans mon livre, je vante ce que Nicolas Sarkozy m'a apporté. Sans Nicolas Sarkozy, je ne serais même pas journaliste, je dois le dire.
Mais dans le même livre, je dis ce que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, m'a apporté, et je dénonce ce que Nicolas Sarkozy, président de la République française, a fait en Afrique. J'accuse Nicolas Sarkozy d'avoir assassiné Kadhafi. Un rapport britannique du Parlement britannique le dit, le confirme. J'accuse Nicolas Sarkozy d'avoir renversé Laurent Gbagbo pour placer son ami Alassane Ouattara. Lui-même, Nicolas Sarkozy l'avoue, dans un livre publié par Bernard Houdin, intitulé « Les Ouattara, une imposture ivoirienne ». Et il a osé dire que l'homme noir n'est jamais Voilà, donc, dans l'histoire. Je respecte Nicolas Sarkozy, l'homme, mais l'homme politique, j'ai du mépris pour l'homme politique. Je reconnais ce que Nicolas Sarkozy a fait, bien pour moi, Nicolas et Cécilia, les deux, et Emmanuel Achliman et Marie-Dominique, car c'est Emmanuel Achliman et Marie-Dominique, maire d'Anières-sur-Seine, ville de la région parisienne, qui me permet de rencontrer le couple Cécilia et Nicolas Sarkozy. Donc je reconnais ce que ces deux couples ont fait pour moi. Oui, mais je ne peux pas, l'honnêteté commande que je fustige le comportement de Nicolas Sarkozy en Libye, et en Côte d'Ivoire, et même dans toute l'Afrique noire francophone, et même en France. Car le mal que Nicolas Sarkozy a fait à l'Afrique est en train de se retourner contre la France. Tout à fait, oui. Donc Nicolas Sarkozy a fait du mal à la France, a fait du mal à l'Afrique, et comme je me sens profondément africain et profondément français, malheureusement, il n'est pas le seul, hein, tous les présidents. Oh, tous d'ailleurs. Je voudrais m'excuser auprès de Gaël, si tu permets, une dernière question pour moi. Ce soit peut-être un peu le domaine. Jackie, oui. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous dire où en est ton litige, le litige qui t'oppose à Canal+. Oui. Ah, Canal+, qui estime... Tu peux nous rappeler un petit peu les conditions du litige et pourquoi? Alors, en avril 2011, je vais acheter au nom du domaine jmtv.com. JMTV qui signifie Jackie Moifo TV. Et je me rends compte que Mitchell and something like that, John and Mitchell, aux États-Unis, ont déjà acheté ce nom de domaine. Ah oui. Je leur passe un coup de fil, we talk a lot. And this is Michael, I think. Michael told me, you can add something like plus and buy it. What else? Well, why not? Donc c'est Michael qui me suggère, je n'ai plus le numéro, d'ajouter un truc comme plus pour voir ce nom de domaine. Et je vérifie, oui, effectivement, JMTV Plus existe. Et je l'achète. Avril 2011. J'ai fait créer le site, ça commence à marcher. L'année dernière, en novembre 2020, je vais à l'Institut international de l'image, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Je veux protéger le nom de mon entreprise. Car entre-temps, JMTV Plus est devenu une entreprise. Bah alors, la règle commande, la loi commande qu'on mette cela en observation 3 mois au cas où quelqu'un voudrait contester. Voilà. Et le groupe Canal+, qui appartient à Vincent Bolloré, grand seigneur en Afrique, sort du bois et conteste la validation du nom de mon entreprise JMTV+. Pour eux, le plus leur appartient. J'aimerais bien que le groupe Canal+, qui appartient à Vincent Bolloré, m'explique en quelle année ils ont créé le signe plus, qui est un signe arithmétique créé par on ne sait même pas qui. Il y a des siècles. Il y a des siècles. D'ailleurs, il faut que je vous dise, chers téléspectateurs, le groupe Canal+ s'est déjà attaqué à Disney+, et a perdu le procès. Donc, il y a eu jurisprudence là-dessus. Le signe plus, le nom Canal+, déposé, ok, ça appartient à quelqu'un. Mais le plus ne peut pas, je ne comprends même pas qu'un jour... Le signe plus, je ne comprends pas un jour que l'Institut national de la propriété intellectuelle ait validé le dépôt de ce signe-là par le groupe Canal. Je ne comprends pas. Est-ce que tu y comprends, toi, le juriste? Voilà donc sur quoi nous sommes coincés. Alors, nous avons, comment on appelle ça? Ils ont contesté, nous avons répliqué. Mon avocat, maître Ngere Bobé, et sa collègue, son associé, ont donc répliqué. Nous attendons que l'INPI nous dise où nous allons. Si ça ne va pas, on ira au tribunal. De toute façon, je ne lâcherai pas, même si Bolloré est puissant, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est les deux chiennes qui ne font pas la même chose. Voilà, et nous faisons pas la même chose. Je comprends donc pas. Ce serait un plagiat encore, il y aurait peut-être des raisons, mais bon. Est-ce qu'on peut s'attacher juste au signe plus? Ben, je ne sais pas, il va falloir qu'on nous explique comment ils ont fait pour créer le signe plus, quand ou comment. Le signe plus est universel, chacun peut l'utiliser. Tout à fait. Voilà. On en est.
Et alors, dis-moi, quand tu parles de bœuf bourguignon, bœuf littéraire, bœuf politique, c'est quoi les principes de ces émissions et pourquoi bœuf bourguignon? Pourquoi bœuf? Je vais commencer par cela. Ah, Je vais commencer par cela, le bœuf. Il se trouve que 6 mois après mon arrivée en France, je rencontre Danielle, jeune Française, très jolie. Elles étaient 2 ce jour-là quand je les rencontre, samedi 20 octobre 2001. J'avais 2 femmes qui, pardon, je ne suis pas le plus beau, mais il y avait 2 femmes qui avaient les yeux sur moi, ça sautait à l'œil nu. Au point où la fameuse Madame Chifaudel, qui m'avait logé à Bois-Colombes, vous vous souvenez, Madame Chifaudel a envoyé, c'est elle qui m'avait amené à ce module sur la communication écrite où je vais rencontrer Daniel et une autre jeune femme en face. Mais mon choix s'est vite porté sur Daniel parce que c'était une femme de cœur. Elle avait créé une association, Tyria, d'aide aux enfants du Burkina Faso. Voilà une dame qui était cadre en entreprise comptable unique, qui avait créé une association et son argent allait aider les enfants au Burkina Faso. D'ailleurs, il y a un centre médical à Toessé, à 80 km de Ouagadougou. La première pierre fut posée par Daniel, donc c'est elle qui a construit ce centre-là. Elle est morte sans l'inaugurer, malheureusement. Donc, je me mets avec Daniel et rapidement, nous sommes amoureux. Nous nous marions même dans la foulée, vite fait. Vraiment, c'était bien. Et elle me fait découvrir les mets de son pays, tandis que je lui fais découvrir les mets du Cameroun. Donc, je revois encore ses copines qui arrivaient chez nous. J'ai fait de la sauce d'arachide qu'on appelle ici le mafé, avec du manioc. Elles veulent manger cette sauce avec du pain. Je dis, oh non, écoutez, je respecte votre culture. Quand j'arrive chez vous, je mange ce que vous me servez tel que vous me l'avez servi. Quand vous arrivez chez moi, mangez ce que ma culture propose tel qu'il a été fait. Pourquoi le pain alors que je vous ai donné du manioc? Le manioc, c'est des tubercules. Oui. Tu as préparé un foufou, le manioc avec? Non, c'est pas le foufou, non, des tubercules. Donc finalement, elles s'exécutaient à manger le manioc avec cette sauce-là. Elles ont trouvé cela bon et c'est elles qui ont commandé en plus, désormais. Qui a redemandé. Donc, des mets que Daniel me fait manger, il y a un qui s'appelle le bœuf bourguignon. Et moi, je ne connais pas. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de viande dedans et des légumes. Et on y met du vin pour cuisiner. On laisse ça mariner 2 jours. Je regarde, waouh! Et j'adore le bœuf bourguignon. Donc, ce qui fait que quand Daniel et moi on se fâchait, et on se fâchait très peu. Vraiment, avec cette femme, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Le voisin de Paris n'a jamais entendu nos voix en 6 ans. On ne se fâchait presque pas. Tellement on se complétait, on se comprenait. Donc, quand on se fâchait un tout petit peu, et c'est ce qu'il faut faire pour vous calmer ça, elle me fait un bon bœuf bourguignon, là c'est fini, il n'y a plus de fâcher. Donc, Daniel est malheureusement décédé le samedi 16 février 2008. Quelque chose de... D'ailleurs, il m'est apparu un rêve ces jours-ci, elle m'a parlé. Depuis son décès, elle ne m'a jamais parlé, elle m'a parlé cette semaine. Nous sommes le 29 mai. Elle est apparue lundi, elle m'a parlé, quelque chose que je gardais pour moi. Quand j'ai voulu faire une émission en 2015, une émission artistique, je me suis dit, il faut que je lui trouve un nom, comment je vais l'appeler? Une évidence, le bœuf bourguignon déjà qui m'offre, en hommage à ma feu épouse, à Daniel. Très beau. Voilà comment le nom est arrivé. Et le premier invité dans cette émission aurait dû être Junior Senga, mais il m'a posé 2 faux lapins. Donc Junior, si tu regardes cette émission, il m'a posé 2 faux lapins. Et un jour, j'arrive à Paris, à une soirée, je tombe sur Jean-Pierre Essomé, un chanteur camerounais, sur qui France 3 a d'ailleurs fait un reportage, tellement il est dans la sape. Jean-Pierre Essomé, je le connais, au Cameroun. Il avait sa villa à côté de mon salon de coiffure. Et mon frère, comment ça se trouve? À l'époque, on était très proches. Il venait dans mon salon de coiffure avec sa copine. On partageait la viande, le souya ensemble. Et j'allais souvent dans sa chambre écouter ses maquettes avant qu'il les produise. Donc j'écoutais avant tout le monde, j'avais ce privilège-là. Le soya, tu sais ce que c'est? C'est-à-dire qu'il peut t'expliquer. La viande grillée. La viande grillée qu'on coupe en morceaux. Et vraiment, c'est appétissant. Si tu vas au Cameroun un jour, mange le bon soya, tu vas voir. Donc, je tombe sur Jean-Pierre Soma une soirée. Et je lui dis, à moto, mon frère, il faut venir à la maison. Viens. Il vient ici, et qu'est-ce que je lui cuisine ce jour-là? Du bœuf bourguignon. Vous êtes sur JMTV+.